camp des héritiers, Octave et Marc-Antoine, a besoin de renforts. Voilà une merveilleuse occasion pour Cléopâtre de se débarrasser des 4 légions romaines qui sont toujours stationnées en Égypte, et qui, d'après les textes, se comportent de façon plus que très moyenne. Donc, eh bien, elle envoie en renfort au clan qu'on appellera le clan des héritiers, ces 4 légions. Elle les envoie par bateau. Bon, pas de bol, rien ne se passe comme prévu, les bateaux essuient une tempête, et puis finalement, ils sont rejoints par le camp des assassins, qui va les retourner et les récupérer, et du coup, Cassius se dit « Mais attends, elle a fait la gentille, elle m'a accueilli à Chypre, mais elle envoie de l'aide à nos adversaires. Donc, je vais peut-être aller en Égypte y botter les fesses. » Coup de bol pour Cléopâtre, Octave et Marc-Antoine arrivent en Grèce, et Cassius n'a pas le temps d'aller s'occuper de l'Égypte, parce qu'il faut aller se battre en Grèce. Et comme ils seront écrasés à ce moment-là, eh bien, il n'ira jamais en Égypte. Et puis, Marc-Antoine, à ce moment-là, se dit qu'il reprendra bien un projet de César qui était la conquête de l'Empire parthe. Pour ça, il a besoin d'un coup de main des pays qui sont sous domination romaine. Du coup, il va en faire venir les chefs d'État, et bien sûr, dans le tas, il y a Cléopâtre. Cléopâtre, il la connaît vraisemblablement déjà, puisqu'il l'a très certainement vue pendant ses 2 ans passés à Rome. Et Cléopâtre, elle aussi connaît Marc-Antoine, et elle connaît ses vices. C'est quelqu'un de très vaniteux, et qui adore le luxe. Donc là, on va sombrer dans le côté glamour et paillettes de l'histoire de Cléopâtre. Cléopâtre arrive à Rome, sur un bateau dont la proue est entièrement dorée, les voiles sont pourpres, elle est sur un autel en or, et tout son équipage est déguisé en nymphe et en Néréide. Alors oui, pour nous, ça paraît ultra overkitsch, mais à l'époque, ça en jetait à mort. Et elle va inviter Marc-Antoine à un formidable banquet sur son bateau. L'affaire est pliée. À partir de ce moment-là, Marc-Antoine et Cléopâtre seront amants, et ça va durer pendant à peu près 11 ans quand même. En même temps, c'est gagnant-gagnant. Marc-Antoine est sûr de garder l'Égypte sous sa coupe, et Cléopâtre gagne un protecteur, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Marc-Antoine va d'ailleurs partir à Alexandrie jusqu'en -40, et en -40, il y a des problèmes, la Syrie a changé de main. Sur le trône de Jérusalem, il y a maintenant quelqu'un qui est opposé à l'Empire romain. Donc, il se dit qu'il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Il part pour le faire, sauf que à Rome, c'est aussi le bazar, il y a des problèmes entre ses partisans et ceux d'Octave. Donc il doit rentrer en urgence à Rome pour faire la paix avec Octave, une paix qui malheureusement sera un peu foireuse d'ailleurs. Dans cette optique de paix, il va épouser la sœur d'Octave, Octavie, et pendant ce temps-là, Cléopâtre, à Alexandrie, accouche de 2 jumeaux, un garçon et une fille, qui sont les enfants de Marc-Antoine. Ils vont être séparés 3 ans. Et quand ils se retrouveront, Marc-Antoine aura fait un virage dans sa politique. En effet, il a des problèmes de confiance visiblement vis-à-vis de Rome, et il met à la tête des territoires qu'il contrôle, des locaux, pas des administrateurs romains. Ça arrange bien Cléopâtre, qui, vous vous en doutez, va réclamer un peu sa part du gâteau. Donc on lui valide Chypre, qu'elle avait déjà récupéré en douce il y a un moment, on lui valide une partie de la Syrie, on lui valide aussi une partie du royaume Chelsea, c'est l'actuel Liban, et quelques villes ciliciennes, là on est en Turquie. Donc, elle est plutôt contente. En -36, Marc-Antoine décide de partir en guerre contre l'Empire parthe. Alors, il y a déjà eu des échauffourées avec Rome, ils s'en sont bien sortis puisque les Parthes ont été repoussés, mais là ils décident d'y aller clairement quand même s'ils ont été repoussés. L'Empire parthe n'est pas juste un petit voisin qu'on peut ignorer. En effet, il s'étend sur l'Iran, la Turquie, la Mésopotamie, l'Arménie et l'Irak. Au début ça se passait bien, et puis arrivé dans les montagnes d'Arménie, le froid a un peu raison des troupes romaines, et Marc-Antoine d'ailleurs passe pas loin d'y rester, donc c'est un peu la débâcle. Heureusement Cléopâtre y est pas allée, puisqu'elle était enceinte de leur 3e enfant. C'est à ce moment-là aussi qu'avec Octave, ça continue à se gâter. Octave pense que Cléopâtre
et Marc-Antoine sont en train de comploter dans son dos. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Toujours est-il qu'il va quand même envoyer des renforts à Marc-Antoine, qui arriveront par un presque heureux hasard, et Marc-Antoine va repartir vers l'Empire parthe et récupérer l'Arménie et une partie de l'Iran. Ce qui est assez drôle, c'est que cette fois-ci, il va associer Cléopâtre et ses enfants à la victoire. Il va d'ailleurs distribuer des terres à ses gamins. Par exemple, le petit dernier qui a 2 ans, on va lui fourguer l'Anatolie et la Syrie à gérer, donc pas besoin de dire que c'est plutôt honorifique comme titre, parce que le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? La seule personne qui récupère rien, c'est Cléopâtre. Et pourtant, elle réclame la Judée, mais elle l'aura jamais. En moins 32, Octave est passé en mode hardcore parano vis-à-vis de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On le sait pas. En tout cas, ils pensent qu'il y a un complot pour le tuer et qu'ils veulent régner sur Rome tous les deux. Donc, lui va se lancer dans une campagne de diffamation et de désinformation. Marc-Antoine devient le pire des alcoolos, qui s'est fait enrouler par cette prostituée de Cléopâtre, qui l'a ensorcelé et qui fait qu'il a abandonné Rome, etc., etc., je vous en passe, c'est des meilleurs. D'ailleurs, si dans toute une partie de la littérature romaine, dans les décennies qui arrivent, Cléopâtre a une horrible réputation, c'est aussi à cause de la campagne de dénigrement d'Octave. Toujours est-il que ça va continuer pendant très longtemps et avec une amplitude absolument incroyable. Du coup, bien ça devient une évidence, Marc-Antoine et Cléopâtre sont un vrai problème pour Rome. Donc c'est inévitable, la guerre commence. Après, Marc-Antoine a les meilleurs officiers, il a plus d'hommes et plus de bateaux. Normalement, ça devrait être plié rapidement, sauf qu'il fait une guerre en dépit du bon sens. Déjà, Octave n'est pas prêt, ils sont à la bourre dans les préparatifs, et Marc-Antoine le laisse se préparer, alors que lui est prêt. Le fair-play c'est bien, mais à Roland-Garros, pas dans une guerre. Et puis Cléopâtre va suivre Marc-Antoine absolument partout. Et ça, c'est pas une super idée, parce que, elle a quand même une réputation dégueulasse auprès des Romains, et que certains des plus anciens officiers de Marc-Antoine ont un problème avec elle. Ils refusent de la saluer ou de lui donner le moindre titre, et ça va même pousser certains par colère à passer à l'ennemi. En moins 31 arrive la bataille navale décisive d'Actium. Très rapidement, Cléopâtre comprend que c'est mort, c'est plié. Donc, elle récupère ses petits bateaux, elle fait demi-tour et elle se barre. Pas besoin de dire que c'est un petit peu le move de trop, et tout, ou presque, les officiers qui étaient encore fidèles à Marc-Antoine, les officiers romains, changent de camp. Marc-Antoine et Cléopâtre rentrent à la maison, et Marc-Antoine, en fait, va, à partir de là, passer ses journées à faire des banquets et à picoler comme si tout allait bien. Sauf qu'en moins 30, Octave arrive à Alexandrie. On fait courir une fausse rumeur que Cléopâtre s'est suicidée, du coup Marc-Antoine, fou de chagrin, s'empale lui-même sur sa propre épée. Joli move, mais pas très utile. Je vous ai dit qu'on était dans du drama Roméo et Juliette, là, on est en plein dedans. Et Cléopâtre sera présentée à Octave. Octave ne la fait pas enfermer. Faut savoir que pour triompher, Octave a besoin de montrer Cléopâtre à Rome. C'est en gros une prise de guerre et il a envie de l'exhiber. Sauf que il voudrait pas qu'on la prenne en pitié. Et ça peut être dangereux. Donc, à partir de ce moment-là, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Ce dont on est sûr, c'est que Cléopâtre est retournée dans sa chambre avec ses servantes. La théorie romantique, c'est qu'elle se serait fait livrer un panier de figues avec 2 cobras qui sont des serpents royaux, et s'ils te tuent, tu deviens immortel, etc., etc. Pourquoi pas? Des gens pensent que la version la plus réaliste de son suicide,
c'est l'empoisonnement. Elle s'est auto-empoisonnée, alors c'était avec une pommade qu'on savait faire à l'époque, et du coup, elle est morte aussi empoisonnée, mais ça paraît un peu moins farfelu que l'histoire des cobras qu'elle s'est fait livrer. Et puis d'autres pensent tout simplement que Marc-Antoine n'avait pas envie de prendre le risque et qu'il les a fait zigouiller, elle et ses servantes. Toujours est-il que le 12 août de l'année 30 avant notre ère, Cléopâtre va mourir. Le vainqueur accepte de se plier aux demandes du vaincu. Effectivement, Marc-Antoine avait fait un testament dans lequel il demande à être enterré avec Cléopâtre, et Octave acceptera. À ce jour, leur tombe n'a jamais été retrouvée, et je peux vous dire que celui qui va trouver la tombe qui renferme Marc-Antoine et Cléopâtre en Égypte va se faire un petit buzz. Et c'est comme ça que le dernier pharaon d'Égypte s'est éteint. Après plus de 2000 ans, elle repose toujours auprès de son bien-aimé, sous les sables d'Égypte. Et je trouve que cette histoire rocambolesque n'aurait pas pu avoir de fin plus appropriée. Eh bien voilà, c'est terminé pour cet épisode. Comme tout le monde le dit toujours, si ça vous a plu, pouce bleu, abonnement. Sinon, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et surtout sur Insta. Alors, pour moi, c'est un peu nouveau Insta, je suis pas encore très doué, mais j'y poste des vidéos généralement prises sur le vif, dans lesquelles j'aborde des sujets très très courts, bien entendu, on est sur Insta, mais des sujets un peu différents de ce qu'on fait ici. Donc, si ça vous tente, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à très vite.